Alors, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce début de semaine. Pour continuer et peut-être terminer, c'est quelques notes sur l'armée de Louis XIV. Et donc, je vous propose maintenant de regarder vraiment l'armée. On a vu le commandement, la manière dont Louis XIV a conçu et a réalisé après la mort de Turenne cette nouvelle manière de commander. C'est maintenant l'œuvre du roi et de ses principaux ministres, et plus vraiment, en quelque sorte, celle des généraux. Les généraux ne sont plus que des techniciens, ce ne sont plus des ingénieurs de la guerre. Et donc la noblesse dans l'armée et les cadres de cette armée. Donc Louis XIV, même s'il se méfie de la noblesse, a quand même un intérêt, une affection pour cette noblesse qui est garante de ses victoires, premièrement, et aussi qui est généreuse par nature. C'est quand même un homme de l'Ancien Régime, Louis XIV, même s'il a des idées qui commencent à être très modernes. Ce sont les ordres de chevalerie qui sont à la tête de la noblesse militaire. Et Louis XIV a voulu honorer la noblesse militaire en créant un ordre de chevalerie. La grande époque des ordres de chevalerie, c'est la fin du Moyen-Âge, 15e siècle. Là, partout en Europe, se créent des ordres qui représentent on pourrait dire, l'entourage immédiat du roi, qui honore le roi de par leur prestance et de par le prestige des hommes qui font partie de ces ordres de chevalerie. C'est une chevalerie qui est une chevalerie d'État. Tout comme on va avoir une noblesse d'État, surtout au XVIIe siècle. C'est en quelque sorte la noblesse de robe, la noblesse de gouvernement, les collaborateurs directs au sein du gouvernement, collaborateurs du roi. Il en est un peu de même pour la chevalerie militaire. La féodalité avait donné naissance à cette chevalerie, une chevalerie diffuse, une chevalerie d'autorité naturelle, on pourrait dire. Le roi va donner naissance à une chevalerie d'État. Le dictionnaire de l'Académie française, je vous rappelle, c'est 1694. Donne cette définition de l'ordre de chevalerie. Compagnie de certaines personnes qui font vœu à Dieu ou qui s'obligent par serment de vivre sous de certaines règles avec quelques marques extérieures qui les distinguent. Donc ça, c'est la définition de l'ordre. Et l'ordre de chevalerie est un ordre militaire employé pour le service des armes de Sa Majesté. Il y avait deux ordres de chevalerie qui existaient. Le premier, l'ordre de Saint-Michel, qui est fondé en 1469, sous Louis XI. Saint-Michel est le patron de la maison royale. On se rappelle, n'est-ce pas, que c'est Saint-Michel qui apparaît à Jeanne d'Arc et qui lui donne sa mission de faire sacrer le roi Charles VII et de délivrer la France de l'occupation anglaise. L'ordre de Saint-Michel est un ordre de frères et de compagnons, formellement égaux entre eux et communiant avec le roi pour un idéal guerrier. C'est pour l'entreteniment
de la couronne de France et de la chose publique, c'est-à-dire l'entretien, la protection. Cet ordre de chevalerie reçoit les gentilshommes des plus grands lignages de la noblesse. Mais il évolue et courant XVIe siècle, les grands nobles pourront rentrer dans l'ordre de la chevalerie. Ça devient donc un instrument de politique royale. Ce ne sont plus les nobles de race, mais ce sont les nobles choisis pour leur mérite par le roi. L'ordre du Saint-Esprit est de 1578 C'est un ordre fondé par Henri III qui lui est personnel. Les membres de cet ordre s'engagent par serment envers la personne du roi. 63 chevaliers et 8 prélats composent l'ordre du Saint-Esprit en 1661. Il n'y a pas eu de nomination depuis 1633. Louis XIV est conscient de ce déficit. Il écrit dans ses mémoires « Nulle récompense ne touche plus les cœurs bien faits que ces distinctions de rang qui sont presque le premier motif de toutes les actions humaines, mais surtout des plus nobles et des plus grandes. » Et il voit donc bien dans l'existence de l'ordre de chevalerie un moyen de susciter l'émulation, la bravoure. Louis XIV va garder les grandes traditions pour la nomination des chevaliers du Saint-Esprit. Il faut avoir une haute naissance. Seul le maréchal de Faber, qui est le fils d'un échevin de Metz, petit-fils d'un libraire de Nancy, qui sera nommé en décembre 1661, fait exception. Haute naissance, vertu éprouvée, c'est le service du roi dans ses armées, et bien sûr le dévouement qui a été manifesté durant la Fronde. Les statuts sont ceux d'une religion catholique tridentine. Donc il n'y a pas de protestants dans l'ordre du Saint-Esprit. Il faut pratiquer d'une façon habituelle, d'une façon légèrement supérieure, la religion. On devra communier 4 fois par an, grande fête bien sûr, alors que la grande majeure partie des Français communient à Pâques uniquement, une fois dans l'année. L'autorité de l'Église doit être reconnue. Il y a un credo auquel on doit adhérer, 7 sacrements, la transsubstantiation, le purgatoire. Une centaine de chevaliers, dont 9 prélats, c'est la limite supérieure du nombre des chevaliers du Saint-Esprit. L'innovation, qui est quand même très révélatrice, c'est que c'est maintenant le roi qui nomme, d'autorité. Jadis, il proposait des candidats qui étaient cooptés par les chevaliers du Saint-Esprit. Les chevaliers s'inclineront devant cette modification sans dire un mot. On voit là cette autorité pesante, on pourrait dire, du roi. Les chevaliers du Saint-Esprit sont à la fois la preuve de la grandeur du catholicisme, de la grandeur de la couronne et de la noblesse que l'on possède à titre personnel. C'est un titre qui n'est pas transmis à ses enfants. Et Louis XIV ne se contentera pas de ces 2 ordres de chevalerie. Il va fonder son propre ordre, l'ordre de Saint-Louis, qui est un
ordre où il n'y a pas de limitation. L'ouverture de cet ordre est très large. On peut même recevoir des roturiers qui en général accéderont à la noblesse après 3 générations. On a 3 degrés dans cet ordre de Saint-Louis. Chevalier, commandeur au-dessus, 24 commandeurs et 8 grandes croix. Cet ordre de Saint-Louis est pour récompenser les services rendus à l'armée. Il est de 1693. Ces conditions restent relativement classiques. Il faut bien sûr être catholique et avoir au moins servi comme officier 10 années dans l'armée. On montera d'ailleurs à 20 ans les états de service nécessaires. C'est le roi qui reçoit chevalier personnellement dans l'ordre. En 1700, ça sera le dauphin. Puis, à partir de 1705, les maréchaux se chargeront de cette réception. L'insigne du chevalier de Saint-Louis, c'est une croix de Malte avec une fleur de lys et un ruban rouge. Cet ordre de Saint-Louis est le prototype des ordres modernes. Il inspirera Napoléon de près pour la Légion d'honneur. Alors, oui, c'est le premier aspect de la noblesse militaire, de la noblesse royale militaire. Par ailleurs, les qualités que doit développer l'officier noble, c'est d'être un vrai entraîneur d'hommes. Il est nécessaire que l'officier fasse preuve d'enthousiasme pour commander, mais aussi d'intégration, c'est-à-dire qu'il s'intègre au corps qu'il commande, qu'il fasse un avec ses régiments, ses compagnies. Il faut que les soldats soient attachés à leur officier comme des enfants. Et la victoire, dans ces cas-là, est attribuée autant aux chefs qu'aux hommes. Turenne insistait beaucoup là-dessus. Cela suppose une proximité, une sorte de familiarité, fraternité entre les officiers et leurs soldats, et ça suppose de payer de sa personne. Le duc d'Enghien, à Nordlingen, en août 1645, décrit ainsi le maréchal de Turenne. Monsieur le maréchal a fait dans cette rencontre des choses incroyables. Et sans sa capacité et son cœur tout extraordinaire, la bataille était perdue. Donc cette valeur personnelle, humaine de l'officier est essentielle. Elle sera aidée par la discipline. Cette discipline commence à devenir un véritable état militaire, manière d'être militaire. La discipline permet d'unir la force et puis courage et puis les qualités humaines. L'officier fera doit faire preuve de cette discipline pour tenir ses hommes, pour s'imposer aussi à ses hommes. Et puis, il devra aussi faire preuve d'une grande sollicitude
vis-à-vis de ses soldats. Au début du XVIIe siècle, la noblesse est encore liée à l'état militaire. C'est une profession, celle des armes. Mais pas complètement, car la race, la naissance, joue un rôle essentiel. Être un bon soldat, un bon officier militaire, suppose être un noble de race. On est noble avant même la carrière des armes. Or, comme il n'y a point d'hommes qui ne choisissent une profession pour s'employer, il me semble qu'il n'y en a point de plus honnête ni de plus essentiel à un gentilhomme que celle des armes. C'est ce qu'écrit Nicolas Farel en 1630, l'honnête homme ou l'art de plaire à la cour. De ce fait, n'est-ce pas, il y a une certaine évolution. Les armes pouvaient être considérées comme un très méchant métier. C'est Charles Sorel, dans l'histoire comique de Francion, qui écrit cela en 1623. On peut être militaire sans être noble. On voit cette tirade de Cléonte, acte 3, scène 12, dans Le bourgeois gentilhomme, 1670. 6 ans de service, mais avec tout cela, je vous dirai franchement que je ne suis point gentilhomme. La profession des armes n'est pas un état, c'est un métier. Ça n'anoblit plus, c'est une conséquence, c'est une circonstance favorable pour l'anoblissement, mais ça n'est pas automatique. Et on voit donc bien que c'est le roi qui fait l'anoblissement, que l'on manie les armes ou que l'on manie la plume. De plus en plus de roturiers entrent dans la profession des armes, les armées devenant pléthoriques, il faut beaucoup de cadres, la noblesse ne peut plus fournir tous les cadres de l'armée. Cette augmentation des effectifs s'est faite fin du Moyen-Âge, courant de la guerre de Cent Ans, en particulier l'arme infanterie s'est constituée à cette époque, avec son côté, on pourrait dire, vulgaire, face à la cavalerie, qui est le fait de gens, on pourrait dire, supérieurs, avec toute une organisation autour du cavalier, autour du chevalier, valet, palefrenier, il faut une bonne demi-douzaine d'hommes pour entourer le cavalier. Ça n'est pas le cas de l'arbalétrier, de l'archer ou encore du piquier. Dans l'armée noble, on peut servir de deux manières, comme cadet, c'est-à-dire très jeune, avant l'établissement. C'est un service temporaire, on dirait des stages aujourd'hui, ou de manière longue durée, de la manière d'une longue durée, jusqu'à l'héritage, succession de son père, ou même jusqu'à l'invalidité. Là, on est vraiment officier militaire, officier noble, chef et souvent d'extraction de petite noblesse.
Les effectifs, on en a touché 2 mots dans la communication précédente, les effectifs vont augmenter au XVIIe siècle. Sur les 25 000 hommes d'une armée permanente avant l'entrée dans la guerre de 30 ans, donc en 1630, 15 000 nobles sont nécessaires pour encadrer cette armée. L'armée qui est multipliée grosso modo par 10 ne va pas voir une multiplication des nobles dans une même proportion. 218 000 fantassins, 151 régiments français. De fait, il n'y a que 35 000 cavaliers qui suivent en quelque sorte ou encadrent cette armée de pied-taille. Et le chiffre maximal d'officiers nobles se monte à 20 000. La noblesse ne peut pas fournir plus parce qu'au fur et à mesure des guerres, ces pertes sont effroyables, les familles sont décimées, la noblesse est épuisée. En 1643, elle fera 20% des effectifs. En 1702, 10%. C'est déjà bien. Il n'y a guère plus de 300 000 nobles en France. 300 000 de la noblesse, hommes, femmes, enfants, c'est-à-dire 20% de ces 300 000 étant des hommes en âge de porter les armes, donc entre 16 et 35 ans, 8% sont dans l'armée. La noblesse continue à fournir beaucoup, mais c'est insuffisant pour l'armée moderne. Alors quelle est cette forme nouvelle de l'armée de Louis XIV? On va évoluer vers une armée de professionnels. Il s'agit d'avoir des cadres qui sont formés, des soldats encadrés, des lieux de vie pour l'armée, c'est la création des casernes à l'extrême fin du règne, uniformes, entraînement, enfin une armée où plus rien n'est laissé au hasard. Une armée qui est une armée royale. Il n'y a plus d'armée nobiliaire. Le noble ne vient plus avec ses hommes, avec ses vassaux et ses employés, on pourrait dire, ses paysans, son ban et son arrière-ban. Donc, après 1661, c'est l'évolution. Turenne va jouer un rôle important dans cette évolution parce qu'il systématise des mesures qui ont été prises antérieurement, un peu par accident. Le 1er juillet 1661, ordonnance qui demande la présence permanente d'un tiers des officiers au régiment. Donc, une armée de métier, c'est une armée permanente. Cela s'oppose à la conception noble du service militaire. Après la campagne, les officiers devaient rentrer chez eux et c'était terminé. Là, non, les officiers subalternes vont demeurer pour assurer la permanence du régiment. Le 15 juillet, donc très rapidement après, un règlement de service intérieur est promulgué
et sont prévues des sanctions contre la négligence des officiers en temps de paix. Turenne est prêt à s'appuyer, et en ce sens, il rejoint la pensée de Louis XIV, sur un corps d'officiers d'origine modeste, mais efficace, et puis très dévoué au roi, puisqu'il est d'origine modeste, il tient tout du service royal. On copie de cette manière l'armée allemande, que l'on a jugée comme plus solide que l'armée royale. Colbert, lui, préférait que les charges militaires soient vénales. Évidemment, c'était une sorte d'impôt sur la noblesse qui, par ailleurs, était privilégiée et exemptée. Ce heurt de conception entre Turenne et Colbert est quand même au bénéfice du premier. Turenne avait ensuite une conception qui s'opposait à Louis XIV et Louvois, qui là pour le coup était plus traditionnel, d'un colonel général de la cavalerie, qui serait responsable de toutes les nominations des cadres. D'une certaine manière, c'était faire de ce colonel général une sorte de chef de l'armée inconnétable. Louis XIV, lui, voulait se réserver la distribution de toutes les grâces, tous les privilèges, et donc l'avancement des officiers. Ce sera l'ordre du tableau dont nous avons déjà parlé. Un conflit donc va naître entre Turenne et Louvois dès octobre 1663 et qui ira en s'amplifiant après 1667. À partir de 1672 et de la guerre de Hollande, Turenne doit demander à Louvois de nommer les capitaines pour les régiments de cavalerie nouveaux. Mais c'est lui qui présente encore les candidats. Louis XIV, à partir de 1673, nommera sans consulter Turenne les colonels de cavalerie. Et puis donc, l'ordre du tableau verra le jour en 1675. Enfin, se met en place le 1er août 1682 un service militaire de 3 années. Donc, une organisation de la hiérarchie qui dépend directement du roi. Et enfin, Turenne voulait une armée entraînée. Le camp de Compiègne servit pour cela. Les parades jusque-là, dans la plaine de Breteuil, s'avéraient insuffisants maintenant pour former de véritables officiers. 1 mois d'entraînement, 3 jours de manœuvre. Il est à remarquer, n'est-ce pas, qu'au service militaire, jadis, il y a une trentaine d'années, il y avait 1 mois de classe, 1 mois de formation. Et puis, les grandes manœuvres étaient là pour, en quelque sorte, tester les officiers et leur régiment.